L'un des plus grands mystères que One Piece nous a offert ces dernières années fut incontestablement l'apparition d'Im-sama, le pouvoir suprême du gouvernement mondial dont l'autorité surpasse celle du Gorosei que l'on croyait alors au sommet de la hiérarchie à ce moment-là. L'existence d'une telle entité a alors soulevé un grand nombre de questions colossales tout en épaississant les mystères du gouvernement. Mais qui est-il vraiment? Ou même, qui est-elle vraiment? Aujourd'hui, je vais vous présenter ma théorie à son sujet, la première que j'ai eue et que je défendrai bec et ongle, et vous le savez, si j'ai autant d'assurance, c'est que j'ai beaucoup d'arguments derrière. Je l'étais déjà par le passé, je le suis encore plus maintenant. Découvrez comment et pourquoi Im serait la dernière arme antique que l'on recherche, à savoir Uranus, et quel est son lien avec Luffy, Joy Boy et les autres armes antiques. Préparez-vous, ça va être une grosse théorie à base de mythes et légendes de notre monde et d'histoires antiques de One Piece. Vous ne verrez plus jamais ce personnage de la même façon. Mais attendez, vous n'allez pas échapper au discours habituel, les potos, likez cette vidéo si elle vous plaît, voilà, ça me fera vraiment plaisir, mais aussi ça aide la chaîne à être mieux référencée par YouTube, c'est tout bénef. Abonnez-vous par la même occasion, je sais que certains regardent sans être abonnés, alors arrêtez d'hésiter, arrêtez de lutter et lâchez votre abo. Avant le début de cette théorie, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est parfaitement dans le thème, j'ai jamais fait mieux que ça. En effet, aujourd'hui, je vous présente le nouveau jeu mobile d'une licence absolument mythique, Saint Seiya Legends of Justice. Le premier jeu idle RPG de Saint Seiya vous plongera dans toute l'intensité de la mythologie grecque, invoquer les 88 chevaliers sacrés d'Athéna, dont Seiya, Shiryu ou encore l'emblématique Vicky du Phénix. Combattez les 12 chevaliers d'or et sauvez Athéna en mettant fin aux conspirations du Grand Pop. Tout simplement, suivez les traces de l'histoire originale de Saint Seiya qui a été strictement supervisée et reproduite pour l'occasion. Jouez en temps réel, facilement et d'une seule main, même si vous êtes occupé à côté, et profitez des animations remasterisées en HD, des attaques emblématiques des chevaliers sacrés tels que le légendaire Météore de Pégase. Collectionnez tous les personnages de Saint Seiya et choisissez à votre guise les chevaliers qui constitueront votre équipe d'or. Alors trouvez la combinaison parfaite parmi les 6 signes astrologiques et les 4 catégories pour venir à bout des tant redoutés chevaliers d'or qui seront vos principaux adversaires. En plus d'affronter les 12 temples du Zodiaque, vous pourrez affronter d'autres joueurs dans l'arène galaxie et participer à de nombreux défis avec les membres de votre guilde de façon à ce que le gameplay soit le plus intéressant et le moins ennuyeux possible. Et pour un maximum d'immersion, vous pourrez retrouver tout le long du jeu le doublage japonais avec les voix originales, les mêmes ayant marqué et fait vibrer une génération tout entière. Alors n'attendez plus et téléchargez le jeu dès maintenant avec le lien en description et utilisez le code promo qui s'affiche à l'écran afin d'obtenir gratuitement un puissant chevalier d'or. Merci à vous et à Saint Seiya Legends of Justice. Vous l'avez donc bien compris en intro, Im est Uranus. En tout cas, c'est la théorie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste clarifier pourquoi je pense qu'Im est une femme, histoire de ne pas hésiter à dire il ou elle durant toute la vidéo. A l'origine, c'était simplement un pressentiment. Dans ses réactions, ses positions, je me suis dit que ce personnage avait un comportement assez féminin et que par conséquent je resterai sur cette a priori jusqu'à la révélation finale. Et quand j'ai fait quelques recherches autour des symboles d'Im, notamment le papillon, j'ai découvert qu'au Japon ce dernier était l'emblème de la femme et de la longévité. Mais ça on y reviendra après. Donc cet élément plus le sentiment que j'avais qu'Im était une femme, il m'en fallait pas plus. Donc voilà, dans cette vidéo, Im sera une femme et elle le restera jusqu'à ce qu'Oda décide ou non de contredire cette idée. Maintenant, parlons de son lien avec l'arme antique Uranus. Pour comprendre l'origine de mon raisonnement, il faut commencer à gratter au niveau de la mythologie de notre monde. Déclarée comme l'une des 3 armes antiques portant le nom de Dieu, d'après Neptune au chapitre 650, Uranus reste cependant un véritable mystère pour nous puisque ce chapitre a été le seul où elle fut mentionnée. Oui, sur 1053 chapitres à l'heure actuelle, sur 25 ans d'écriture et de parution, Uranus n'a été mentionné qu'une seule et unique fois, et après ça, que chi, silence radio. Pour autant, comment l'ignorer? Les armes antiques font partie des mystères majeurs de l'œuvre. Ce sont elles qui ont introduit, en partie, le siècle oublié pour la première fois lorsque Pluton a été mentionné par Crocodile. Pluton, un navire de guerre capable de détruire une île entière dévoilée il y a plus de 20 ans, reste aujourd'hui presque toujours autant énigmatique, bien qu'une révélation a eu lieu à son sujet récemment, son emplacement sur Wano Kuni. Par la suite, c'est Poséidon qui aura par contre largement son moment de gloire, puisqu'elle devient la première arme antique révélée physiquement sous l'apparence de Shirahoshi, la princesse sirène. Ses pouvoirs sont pleinement dévoilés, elle peut contrôler et communiquer avec les rois des mers. Chacune de ces armes a un véritable potentiel chaotique, une puissance capable de détruire le monde. Les 2 que je viens de vous citer sont bien connus pour ça, pourtant Uranus reste depuis le début de l'histoire absolument absente.
outre ce fameux chapitre 650. Pourtant on connaît Oda dans son amour du foreshadowing, du teasing. Pour Uranus ça a l'air d'être cependant une toute autre histoire. Bref, cette petite mise en bouche n'était là que pour vous rappeler qu'on ne sait rien. Voilà. Mais je ne vais pas être de mauvaise foi. En effet, concernant les armes antiques, Oda respecte normalement assez bien le schéma de leur disposition. Je n'en ai pas parlé plus tôt car ça me paraît naturel, mais Pluton, Poséidon et Uranus sont des noms tirés de la mythologie de notre monde. Ces trois dieux gouvernent trois endroits précis. Les enfers et le monde souterrain pour Pluton, la mer et les fonds marins pour Poséidon, et le ciel, ce qui inclut aussi les étoiles, est à Uranus. Pour l'instant, Poséidon se trouve sur l'île des hommes poissons, donc dans un environnement aquatique, c'est validé. Pluton se trouverait sur Wano Kuni, à en croire le chapitre 1053, on ne connaît pas encore son emplacement précis sur l'île, néanmoins l'idée serait que cet immense bateau ne se trouve pas à la surface, bien mis en évidence, mais dans une caverne au fond de Wano Kuni. Bon, ça reste encore assez flou concernant la première arme antique dévoilée dans l'histoire, mais vous captez le concept. On en vient à Uranus. Je le disais à l'instant, c'est l'arme antique dont on a le moins d'informations, littéralement, puisqu'on ne connaît que son nom. Il n'y a même plus d'effort de la part d'Eiichiro Oda. Or, et comme je viens de vous le montrer avec les autres armes antiques, Oda devrait normalement être assez cohérent avec leur disposition, et seulement avec son nom, on pourrait avoir les indices nécessaires pour au moins espérer la localiser. Et ça tombe bien car Uranus se situe dans un endroit assez singulier de notre monde, le ciel. Alors dans One Piece, effectivement, ça tombe mal puisqu'il existe une véritable biodiversité dans le ciel. Je pense aux îles célestes se situant à 10 km au-dessus du niveau de la mer qui abritent de nombreux peuples, une culture bien à elle. Bref, toute une société évoluant normalement malgré leur environnement quelque peu atypique. On pourrait penser qu'Uranus se trouve ici, ce qui est normal parce que c'est le ciel. Pourtant, un autre endroit correspond parfaitement à cette description, Redline et sa capitale Marie-Joise. Cette cité peut totalement être considérée comme céleste puisque le sommet de Redline atteint et dépasse les nuages tout en se trouvant à plus d'une dizaine de kilomètres de hauteur. Alors pourquoi sur Marie-Joise et pas ailleurs, sur une île céleste? Même si j'ai pas mal parlé de mythologie depuis le début de cette vidéo, je ne vous ai encore donné aucun véritable argument visant à vous convaincre que Im serait l'arme antique Uranus. C'est ici que vous allez commencer à comprendre véritablement le sens de cette vidéo et les très nombreux indices disséminés dans la Terre Sainte des dragons célestes. Dans la mythologie, Uranus est le parfait équivalent de Uranos. Ils viennent de deux légendes différentes mais sont quasiment la même personne. Cette entité représente le roi des dieux. Tout simplement. S'il y a une hiérarchie au sein des divinités, Uranus, Uranos, eux se tiennent au sommet de tout ça. Alors dans One Piece, quel personnage peut se vanter de régner au point culminant de la hiérarchie autre que Im? Tout d'abord, le Gorosei est sous ses ordres alors que ces derniers sont censés être les grands patrons du gouvernement mondial. C'est comme ça qu'ils sont, en tout cas, considérés par tous. Ensuite, le gouvernement mondial lui-même régit la politique et le pouvoir dans le monde de One Piece. Il n'y a aucune autre institution qui peut oser prétendre une telle chose et ça a toujours été assez évident pour nous. Et pour finir, tout simplement, Im s'assoit sur le trône vacant. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Au chapitre 907, il est très clairement expliqué que ce trône représente le pouvoir ultime du monde. Il doit rester vide car il ne peut y avoir un seul souverain pour gouverner le monde entier. S'asseoir sur ce trône symbolise le pouvoir absolu et donc être le roi du monde. Le roi au-dessus des rois et au-dessus des dieux. Chose que Im a fait au chapitre suivant, prouvant que personne ne se trouve au sommet d'elle en termes d'importance, d'influence, de puissance et de pouvoir. Vous voyez sans doute où je veux en venir, l'image d'Uranus commence à se dessiner sous nos yeux. Dans la cité des dieux se cacherait la dernière arme antique que l'on recherche. Ensuite, il faut savoir que le dieu Uranus résidait dans un endroit particulier, au sommet d'une montagne pour y observer les étoiles. Il y était tellement présent que cette montagne a été renommée le trône d'Uranus. Forcément, comment ne pas penser à Im, elle qui s'assoit sur le seul trône de la plus haute montagne au monde et qui a à son commandement le Gorosei. Oui, le Gorosei, aussi appelé les doyens ou même le Conseil des 5. Ironiquement, leur nom en japonais cache une autre signification et se nomme le Conseil des 5 étoiles. Ce que je suis donc en train de vous dire, c'est que Im possède le trône dans le ciel, au-dessus d'une montagne, et commande les 5 étoiles tout en étant la reine absolue du monde. Et que Uranus, dans la mythologie, vivait sur une montagne avec un trône à son nom tout en étant le dieu du ciel et des étoiles, en ayant également comme titre le roi des dieux.
Pas besoin d'être pour ou contre cette théorie pour avouer que les similitudes sont plus que frappantes. Depuis que j'ai fait toutes ces recherches et toutes ces découvertes fructueuses, je me suis quand même dit une chose, c'est peut-être qu'un coup de chance. Qu'en est-il alors des autres dieux du ciel dans les autres mythologies? Je suis alors remonté jusqu'à la source même des contes mythiques de notre monde, son berceau créateur. La mythologie mésopotamienne. C'est la plus ancienne des mythologies écrites et il y a de fortes chances qu'elle ait inspiré profondément toutes les autres, expliquant ainsi les nombreuses similitudes entre chacune d'elles. Et vous allez vous en rendre compte tout de suite avec le dieu du ciel de cette mythologie et à quel point il correspond à la perfection à notre mystérieuse hymne et son hypothétique statut d'arme antique. An, ou plus communément Anu, était le dieu du ciel mésopotamien. Il faisait partie d'une triade de dieux primordiaux et résidait dans le ciel tout en gouvernant tout le panthéon divin au point que les autres dieux devaient se prosterner devant lui. Il possédait une armée nommée les étoiles et sa puissance ainsi que son importance était telle qu'il fut considéré comme le roi des dieux. Sa parole était absolument incontestable et sa représentation visuelle sur les humains qui le vénéraient était celle d'une couronne sur un trône, symbole du pouvoir absolu. Vous l'aurez remarqué, beaucoup de points communs avec Uranus et par extension avec notre très cher Im, l'arme antique. Son nom An ou Anu ressemble étrangement à Im qui se prononce aussi Imu en japonais Romaji. Il était l'un des 3 dieux primordiaux de sa mythologie. Dans One Piece, il y a précisément 3 armes antiques, une triade donc, composée de Pluton, Poséidon et Uranus. Tous les autres dieux s'agenouillaient devant lui, il était le roi des dieux et son armée était les étoiles. La scène finale du chapitre 908 montre le Gorosei, les 5 étoiles, se prosterner devant Im, la reine du monde. Elle est hiérarchiquement supposée être supérieure aux dragons célestes, connus comme des dieux créateurs, faisant d'elle littéralement la reine des dieux. C'est quand même assez fou. Les 2 principales références de cette 3e arme antique de One Piece, celle portant donc le nom du dieu Uranus, sont terriblement liées à Im, plus qu'à aucun autre personnage. Et encore, ce n'est pas fini car je garde quelque chose de vraiment fou pour plus loin dans la vidéo. Vous devez cependant avoir remarqué que je n'ai pas mentionné les pouvoirs que pourrait avoir Uranus dans One Piece. Dans les mythes, Poséidon est le dieu des océans et s'associe donc aux animaux marins. Oda optera alors pour une sirène et des rois des mers pour l'accompagner. Pour Pluton, c'est un petit peu plus subtil, mais cela reste dans une continuité logique. Cette arme antique s'associe au monde des morts, et le navire est l'objet symbolique de la traversée du royaume des enfers dans de nombreux mythes. Si on reste dans cette même base assez simple, le pouvoir d'Uranus s'assimilerait à tout ce qui touche au ciel, sachant que le monde céleste reste tout de même vaste, ça peut être tout un tas de choses qui demanderaient une énorme analyse supplémentaire. Vraiment. Un pouvoir lié au climat et à la météo, puisque Uranus est le dieu du ciel. Un pouvoir lié aux étoiles et à l'espace, puisqu'il en est également le dieu. Sans oublier les divinités célestes des autres mythologies qu'Oda pourrait utiliser en référence, comme Nut des mythes égyptiens qui peut réanimer les morts, ou créer des maladies comme Varuna des mythes hindous. Les choix sont multiples, mais ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs d'Uranus doivent être suffisants pour détruire le monde si elle venait à les utiliser. Bon, cette première partie était principalement axée sur la mythologie pour vous acclimater à l'idée qu'Im est Uranus, ne serait-ce que par les points communs qu'elle partage avec ce dieu. Si vous voulez désormais comprendre quel en serait l'intérêt dans One Piece, quels en sont les indices et le rôle de ces armes avec Luffy, c'est maintenant que ça se passe avec la 2e partie de cette théorie. Cette partie va parler de beaucoup de choses. Le but est assez simple, vous prouvez qu'Im peut totalement être Uranus sans spécialement forcer le trait sur l'aspect mythologique comme on a pu le faire dans la première partie. Maintenant ça va parler que de One Piece, presque que de One Piece. Pour commencer, la question de base est plutôt facile. Pourquoi Uranus serait Im et pas quelqu'un d'autre? C'est effectivement ce genre de question que l'on doit se poser quand on fait une théorie sur une œuvre aussi vaste que celle de One Piece. Alors en essayant tant bien que mal de se mettre à la place d'Oda, pourquoi aurait-il choisi de placer une arme antique ici? Et pourquoi Im? L'un des arguments les plus simples mais aussi les plus efficaces pour justifier la présence de cette divinité sur Marie-Joise, la répartition des puissances. On nous explique que les armes antiques sont capables de détruire le monde et par conséquent de chambouler tout un équilibre. On sait aussi que Poséidon est entre les mains de pirates, donc Luffy, puisque Shikiraoshi et les hommes poissons sont alliés à ce dernier. Si les 2 autres armes antiques finissent par tomber dans les mains d'autres pirates,
ou même des révolutionnaires. Cela signifie que le gouvernement mondial et la marine se retrouveront à affronter toutes les armes antiques réveillées. Scénaristiquement, ça pose problème. Le gouvernement n'aurait aucun moyen de contrer leur pouvoir et l'obtention des armes antiques signerait inévitablement et immédiatement leur fin. C'est pourquoi il serait parfaitement logique que le gouvernement mondial possède l'une d'entre elles et qu'en l'occurrence ce soit Uranus. Si Pluton est sur Wano Kuni, loin du contrôle du gouvernement, et que Poséidon prête son pouvoir à Luffy, un pirate, Uranus serait au service du gouvernement pour répartir, contrer et opposer les armes antiques. Et justement, opposer les armes antiques était le thème principal du raid d'Enies Lobby et de la capture de Nico Robin au même moment. Pluton, la première arme antique mentionnée dans l'histoire, se dévoilait de plus en plus au point que ses plans de construction furent introduits. Franky nous a révélé que ces plans servaient en réalité non pas à réveiller l'arme antique en question, mais à créer une force d'opposition dans le scénario où cette arme antique venait à se réveiller. En gros, si le gouvernement mondial mettait la main sur l'une des armes antiques, alors les plans de Pluton devront être utilisés pour créer une autre arme capable de la combattre. Il y a déjà plus de 15 ans, au début de l'écriture de son folklore sur les armes antiques, Oda avait donc déjà l'idée que ces armes pourraient s'affronter et pourraient être utilisées l'une contre l'autre. Serait-ce un foreshadow pour nous indiquer que le gouvernement possède déjà l'une d'elles et que la construction d'une force d'opposition va être nécessaire pour la vaincre? Pour moi, c'est évident, sinon Luffy a déjà gagné avant même de commencer le combat ultime contre le gouvernement, tout simplement parce qu'il possède l'une de ces armes antiques et pas eux. Leur puissance doit être répartie au maximum pour équilibrer les rapports de force. Quiconque aura l'avantage d'une arme antique gagnera alors immédiatement. Oda se doit de les répartir de la meilleure des façons. Bon, ça c'était l'un des principaux justificatifs se reposant sur le déroulement du scénario, et c'est également l'un des arguments qui m'avait encore plus poussé à l'époque de penser qu'Im était une arme antique. Alors ok, jusqu'ici on a vu les références mythologiques, on a vu la logique de répartition des puissances, mais finalement, que nous laisse transparaître Im, la principale intéressée? Avec ses deux seules apparitions, a-t-elle fait ou dit quelque chose qui pourrait nous aider à la relier à cette arme antique? Eh bien... oui. C'est au chapitre 908 que Im s'est le plus dévoilé jusqu'à présent. C'est dans ce chapitre que nous la voyons résider dans la chambre fleurie au château Pangea, et c'est également ici que l'on peut découvrir son intérêt pour 4 personnages bien particuliers: Luffy, Teach, Poséidon et Vivi. À mon sens, ce passage démontre les objectifs, les craintes et les attentes d'Im, et ce qui me pousse à réfléchir ainsi, ce sont les photos des 2 princesses, plus particulièrement celle de Shirahoshi. Elle est Poséidon, elle est la première arme antique dévoilée et éveillée dans One Piece. C'est véritablement sa seule particularité, et l'épée plantée par Im dans son portrait laisse totalement penser qu'elle est consciente de qui elle est. Comme si Uranus, l'arme antique que serait Im, craindrait la réapparition et le réveil d'une puissance capable de la vaincre, à savoir une autre arme antique, et aurait pleinement conscience de qui est réellement Shirahoshi, l'une de ses plus grandes rivales. Et Vivi n'est pas en reste non plus. Ce n'est pas une princesse comme les autres, car sans pouvoir affirmer ou non qu'il s'agit d'une arme antique également, ce que je ne pense pas personnellement, elle est malgré tout liée à l'une de ses puissances qui n'est nulle autre que Pluton. Sa famille possède le poneglyphe censé tout révélé à propos de cette arme antique, d'autant que le Gorosei précise que le roi Cobra aurait découvert quelque chose. Ma théorie sur ce quelque chose serait que le roi Nefertari, se sentant proche de la mort, ait pu dévoiler ce secret à son unique fille, à l'image de Tom et de ses disciples à qui il confia les plans de Pluton. Ainsi, il aurait compris que Vivi pourrait contribuer à réveiller l'arme antique Pluton, comme Shirahoshi l'a fait avec Poséidon. Elle voudrait l'éliminer avant que ce drame se produise, expliquant ainsi pourquoi elle tenait sa photo quand le Gorosei lui a demandé quelle lumière devait disparaître. La plus puissante des 3 armes portant le nom des dieux voudrait empêcher la réapparition de ses 2 plus grands rivaux, Pluton et Poséidon, et ainsi continuer à dominer le monde. Le moment est venu pour moi de dévoiler l'entièreté de cette théorie, le pinacle de toute cette vidéo, et vous êtes totalement pris pour ça puisque depuis le début, tout ce que je vous ai expliqué et dévoilé n'avait comme objectif que de poser les bases pour le reste de cette théorie. Il y a 900 ans, une guerre éclate entre une alliance de 20 puissants pays contre le plus grand royaume de cette époque. Un royaume d'un très grand pouvoir qui, tout en se sachant entouré d'ennemis, éparpilla des poneglyphes à travers le monde afin que son histoire soit un jour mise en lumière par ceux qui auront le courage de les déchiffrer. À la tête de cette nation se trouvait un dénommé Joy Boy, un être lumineux et pur ayant lutté toute sa vie contre l'esclavagisme déjà présent dans ce monde et qui représentait l'une des principales menaces de l'alliance des 20 pays. Pour venir à bout d'un tel royaume, cette alliance qui deviendra par la suite le gouvernement mondial était guidée par un être au pouvoir divin, Im, également appelé
Uranus. Cet arme antique s'est dressé contre le reste du monde tout en venant à bout des autres divinités tentant de lui barrer la route. Son objectif étant de gouverner le monde entier, d'en devenir la seule et unique reine. Un but qu'elle n'aurait jamais pu atteindre avec la présence de l'Ancien Royaume et son influence absolue sur le monde. C'est ainsi qu'elle déclencha la plus grande guerre que les mers aient connue. En plus d'être une arme antique et de posséder un tel pouvoir, Im aurait subi l'opération de jouvence, l'intervention ultime du OP Nomi, sacrifiant la vie de son utilisateur pour conférer à un autre la jeunesse éternelle. Expliquant peut-être la présence de papillons à ses côtés dans le chapitre 908, puisque cet insecte est connu pour être un symbole de longévité. Im serait alors le seul personnage de l'époque du siècle oublié encore vivant aujourd'hui, tout en étant à l'origine même de cette grande guerre pour renverser l'Ancien Royaume. Non seulement Im aurait brisé l'équilibre de vie et de mort des armes antiques et leur processus naturel de réincarnation, comme ce fut le cas chez Poséidon s'étant réincarné en Shirahoshi. Plus de 800 ans sont passés depuis la fin de cette époque. Le gouvernement mondial a été créé, un nouvel ordre a été instauré et Im s'est caché aux yeux de tous, tirant les ficelles dans l'ombre en attendant le jour promis, le jour de la réapparition de Joy Boy. Ce moment, nous y sommes. Le monde s'apprête à vivre un nouveau cataclysme sans précédent et les signes annonciateurs en sont déjà présents. Goldie Roger ayant atteint l'île finale que le gouvernement souhaitait cacher tout en découvrant la vérité sur l'histoire du siècle oublié. Une nouvelle ère de pirates tous à la recherche du trésor capable de renverser le monde et l'ordre du gouvernement mondial. Mais surtout, la réapparition et la réincarnation de Joy Boy et des armes antiques. Luffy, utilisateur du Ito Itonomi modèle Nika, a éveillé ce fruit du démon qui était endormi depuis plusieurs siècles et ayant semble-t-il appartenu autrefois à ce fameux Joy Boy. Comme en témoigne sa présence devant le chapeau géant sous Marie-Joise et la prime de Luffy tenue dans ses mains, Im sait que l'avatar de Joy Boy s'est réveillé et va menacer son pouvoir. Car dans la prophétie qu'elle craint, seul Nika, le guerrier libérateur, peut lever l'aube sur le monde après plus de 800 années de nuit noire. Pourtant, le rôle de Joy Boy est-il vraiment que de détruire Im? Et si au contraire il devait l'aider et qu'il le fera après l'avoir battu? Que ce soit Vivi et Momonosuke qui sont étroitement liés à Pluton, ou Shirahoshi qui se trouve être Poséidon, Luffy agit toujours pour eux comme un véritable guide. Les trois armes antiques seront bientôt prêtes à livrer une nouvelle bataille terrifiante comme il y a 8 siècles pour détruire le monde actuel. Et Luffy, lui, devra apporter un équilibre. Le rôle de Joy Boy, en plus de libérer les esclaves, sera de mener les armes antiques vers la paix. C'est ce qui a toujours été sous-entendu lorsque Oda mentionne ses puissances anciennes. Si Pluton est utilisé avec de mauvaises intentions, alors le monde sera en danger. Si Poséidon est utilisé avec de mauvaises intentions, il sera également en danger. En quoi serait-ce différent avec Uranus? Chacun des antagonistes de One Piece ont révélé avoir un passé triste, douloureux, les ayant fait sombrer dans la folie et le mal. Shirahoshi a eu la chance d'être sauvé par Luffy et guidé par lui sur la bonne voie. Mais si cela n'avait pas été le cas pour Im dans sa jeunesse, si pour une raison ou une autre, elle s'est mise à détester l'Ancien Royaume et voulut asservir le monde sous son pouvoir, car elle fut autrefois une victime, un dommage collatéral. Après avoir éveillé les pouvoirs d'Uranus ou y avoir mis la main dessus, Im aurait voulu se venger du monde en commençant par l'Ancien Royaume. Aujourd'hui, dans la période actuelle de One Piece, les choses doivent changer. Le trésor ultime, la véritable histoire du siècle oublié, tout sera bientôt révélé au reste du monde. Im, malgré son statut de grand méchant à la tête du gouvernement mondial, finira-t-elle par abandonner cette quête de pouvoir? Et si pour révéler et dévoiler la nature du One Piece au monde entier, les trois armes antiques devaient s'allier et travailler ensemble? L'une de mes principales théories postées il y a quelques mois se basait sur le fait que Roger n'avait jamais eu le One Piece, qu'il était arrivé trop tôt. C'était d'ailleurs ses propres paroles, des paroles qui résonnaient avec l'apparition future de la princesse sirène Poséidon, faisant réaliser à Roger que quelqu'un allait les dépasser. Et à mon sens, c'est grâce à toutes les armes antiques que le One Piece pourra véritablement être découvert. À l'époque de Roger, elle n'était pas toute réveillée, en particulier Shirahoshi qui allait naître 10 ans plus tard. Ce n'était que le Joy Boy du futur, Luffy, naissant au bon moment, qui pourrait la guider et mener à bien la mission de Roger. Une preuve supplémentaire avec Oden qui voulait que les frontières de Wano Kuni soient ouvertes quand Joy Boy apparaîtrait. Et Wano Kuni cache justement l'arme antique Pluton. Roger a découvert que les trois armes antiques étaient nécessaires et connaissait leur emplacement. Poséidon allait vivre en Shirahoshi en étant guidé par Luffy. Pluton allait être révélé par Oden
Raiden et Sephiroth après l'ouverture de Wano Kuni et devaient être guidés par Luffy. Uranus quant à elle attend son heure impatiemment au sommet du monde, se positionnant comme le mal ultime qui fera pourtant partie du plan final pour le One Piece. Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais du mythe mésopotamien du premier dieu du ciel. Je vous disais aussi que je vous réservais un argument de taille pour vous convaincre qu'Im est Uranus et qu'elle s'alliera de nouveau aux autres armes antiques. L'une des représentations les plus mystérieuses des mythes sumériens mettait en scène 3 dieux, dont Anu, le dieu du ciel, sur une barque accompagné du dieu bateau. Un 4e dieu au corps flamboyant et qui possédait les traits d'un dieu solaire. À mon sens, il s'agirait de la représentation finale que nous aurons de Luffy et des autres armes antiques. Luffy, le dieu solaire, aux côtés des 3 autres armes antiques, également considérées comme des divinités. Ensemble, ils combineraient les pouvoirs de toutes les armes antiques pour lever l'aube sur le monde. Ils navigueraient sur Pluton, le bateau antique tracté par Poséidon et les rois des mers, et Uranus serait à leur côté. Luffy, ou du moins Joy Boy, aurait accompli son devoir de guider les armes antiques et ramènerait la paix et le soleil sur le monde. Effectivement, c'est un grand virage qui est pris dans cette théorie. Que Im soit Uranus n'est plus vraiment difficile à imaginer, surtout avec toutes les preuves, mais au point de concevoir une alliance avec d'autres armes antiques et Luffy, ça reste compliqué. Pourtant, pourquoi pas ? Après tout, tout est théorique. Peut-être que toutes les hypothèses que je viens de vous présenter vont se réaliser les unes après les autres, ou au contraire que j'ai faux sur toute la ligne. La finalité est que Luffy rallie toujours le bien et le mal, comme Oda nous l'a toujours illustré dans son œuvre, et plus particulièrement à travers Tom et le fait de toujours être fier de ses constructions, celles-ci n'étant au départ ni bonnes ni mauvaises. C'est la façon dont on les utilise qui détermine définitivement leur nature et leur impact sur le monde. Im serait alors la parfaite incarnation de cette dualité, savoir faire le bon choix d'utiliser son pouvoir pour faire le bien ou le mal. Et là sera tout l'enjeu de cette mystérieuse et ultime arme antique. C'est la fin de cette vidéo les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends tous vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. En plus ça fait du référencement. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, passez une très bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace.